Bonjour à tous. Pour commencer cette présentation, je souhaiterais tout d'abord préciser que l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de mon travail de recherche de doctorat qui porte sur la diffusion du néolithique au sein des îles Corso-Sardes et qui est dirigé par Didier Bender au CEPAM à Nice. Donc, mon propos portera sur ces territoires qui sont particuliers et intéressants à plusieurs titres, et notamment en raison de leur insularité et de leur emplacement géographique. En effet, il faut savoir que les îles sont des entités géographiques et archéologiques assez complexes, puisque ce sont des territoires qui peuvent être ouverts sur l'extérieur et donc soumis aux influences des côtes continentales voisines, tout en étant relativement repliés sur eux-mêmes du fait de leur isolement géographique. Alors géographiquement, je sais pas si oui. Géographiquement, la Corse et la Sardaigne occupent, comme vous pouvez le voir, une position assez centrale au cœur de la Méditerranée occidentale. Et durant le 6e millénaire, eh bien, elle se trouvait aussi sur l'axe de diffusion de la néolithisation, ou plus précisément du courant culturel impresso-cardial, qui se serait développé en Italie du Sud et en Dalmatie, avant d'être rapidement diffusé vers les côtes liguro-provençales et languedociennes. Donc, en visualisant cette carte, eh bien, vous comprendrez que du fait de leur emplacement géographique, eh bien, ces milieux insulaires corso-sardes présentent un réel intérêt pour la compréhension de la diffusion du néolithique, de la néolithisation, ou en tous les cas des différentes vagues de cette néolithisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils présentent un intérêt majeur pour la compréhension des processus d'interaction culturelle qui étaient à l'œuvre durant ce 6e millénaire. Et en fait, l'enjeu ici, ce serait notamment de comprendre le rôle que les îles corso-sardes ont joué dans ce contexte, et par là, ce que l'on cherche finalement à questionner, c'est leur degré d'intégration au sein des différentes sphères culturelles du complexe impresso-cardial. Or, ce qu'il faut savoir en l'état actuel de la recherche, c'est que la diffusion et l'évolution du néolithique en Corse et en Sardaigne sont aujourd'hui de mieux en mieux compris et documentés, mais ce sont des dynamiques qui restent encore largement appréhendées au travers du matériau céramique. Et ce qu'il faut savoir aussi en l'état actuel de la recherche, c'est que notre vision des premières étapes de la néolithisation est encore largement nébuleuse. Je pense notamment aux vestiges qui sont attribuables au faciès impressa, qui sont particulièrement rares en Corse et presque inexistants en Sardaigne, et qui, vous l'aurez compris, limitent fortement notre capacité d'interprétation quant à l'arrivée des premiers paysans néolithiques. En effet, il est encore difficile pour nous aujourd'hui de savoir dans quelle mesure la Corse et la Sardaigne ont finalement été touchées par le faciès culturel impressa, dont plusieurs aspects sont par ailleurs très bien documentés dans le sud-est de la France. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit ma thèse de doctorat, dont l'objectif est finalement d'affiner notre compréhension de la néolithisation du bloc corso-sarde, et cela en caractérisant plus finement les traditions techno-économiques de ces premières communautés d'agro-sylvo-pasteurs. Et dans la présentation d'aujourd'hui, eh bien, nous aborderons plus spécifiquement la question des réseaux économiques, car ce sont ces réseaux qui structurent les relations, parfois d'interdépendance, entre différentes communautés et entre différents territoires, et qui participent finalement à créer ces complexes socioculturels. Et aujourd'hui, eh bien, nous aborderons ces réseaux au travers de l'analyse de la circulation des matières premières lithiques en Corse et en Sardaigne. Alors, comme vous le savez certainement, à partir du début du 6e millénaire, ce que l'on constate entre autres faits marquants de la néolithisation, c'est bien évidemment la circulation au sein du bassin tyrrhénien de différentes matières premières lithiques. Et c'est notamment le cas des silicites de Sardaigne, de type silex et silicrète, mais aussi des obsidiennes de Sardaigne, qui, durant cette période, eh bien, atteignent la Corse voisine, qui était pauvre en roches de bonne qualité pour la taille. Nous pouvons donc dire que durant cette période, eh bien, la Sardaigne apparaissait comme une sorte d'atelier émetteur de différentes roches siliceuses, et
si on pourrait s'attendre à ce que l'on ait des silicites et des obsidiennes à la fois dans les assemblages du nord et du sud de la Sardaigne, et bien pourtant, ce que l'on observe, c'est qu'au début du 6e millénaire, ces communautés sardes procédaient à un approvisionnement plutôt local en matières premières lithiques. En effet, comme vous pouvez le voir, durant cette période, les communautés du nord de la Sardaigne s'approvisionnaient plutôt en silicite, comme ceux du bassin de Perfougas, tandis que les communautés du sud de la Sardaigne s'approvisionnaient plutôt en obsidienne du Monte Arci. En Corse, durant cette même période, c'est-à-dire dans les contextes impressa et cardial d'aspect BFP, eh bien, la représentation des différents matériaux rappelle pour beaucoup celle du nord de la Sardaigne, dans la mesure où, comme vous pouvez le voir, eh bien, les roches alloctones sont omniprésentes, et en particulier les silicites, qui sont souvent majoritaires. Alors, les analyses de caractérisation que nous avons pu effectuer en collaboration avec Céline Brécy-Léandri ont montré que ces silicites provenaient en majeure partie du bassin de Perfougas. Et en ce qui concerne les faciès représentés, eh bien, les faciès lités et les faciès bréchiques sont majoritaires. Donc, si je résume, durant cette période, eh bien, les silicites du bassin de Perfougas étaient diffusés jusqu'en Corse, où elles étaient alors exploitées par les communautés néolithiques qui l'habitaient. On pourrait presque dire que durant cette période, eh bien, la Corse du Sud en particulier, apparaissait alors comme une sorte de prolongement du nord de la Sardaigne. Et d'ailleurs, c'est en Corse du Sud que des plaquettes de silicite ont été retrouvées à Basy et plusieurs blocs à Rénage, ce qui laisse supposer une activité assez importante et surtout un acheminement direct de cette roche, ou du moins de certains faciès. Durant l'étape du post-cardial FBP, eh bien, on observe des modifications dans les systèmes d'approvisionnement en matières premières lithiques par rapport à l'étape précédente. Alors, cette transition reste chronologiquement encore imprécise, mais elle semble impliquer des sites où sont à la fois associés dans un même niveau archéologique des céramiques cardiales et des céramiques qui présentent un décor réalisé au poinçon, tel qu'on peut en observer à Strete et à Petra, ou encore à Raguena Senola. Ce que l'on constate en tous les cas pour cette période, c'est que la représentation de l'obsidienne sarde augmente sur l'ensemble du bloc corso-sarde. Elle tend d'ailleurs à remplacer les silicites, qui, comme vous pouvez le voir, diminuent, en particulier dans le nord de la Corse, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, les silicites représentent moins de 5% des assemblages, et elles se présentent généralement sous la forme de débris ou d'outils isolés, comme c'est le cas sur le site d'Apetra. Pour la provenance des silicites, j'ai constaté qu'elles provenaient encore pour la plupart du bassin de Perfougas. Et en ce qui concerne les faciès représentés, eh bien, j'ai noté une augmentation des silex SP4 et des silex calcédonieux, sachant que le faciès SP4 est utilisé de manière préférentielle à Raguena Senola, donc à Bonifacio. Mais ce que nous avons surtout observé pour cette période, c'est une forme de bipartition entre le nord de la Corse et le reste du bloc corso-sarde dans la représentation des différentes matières premières lithiques, dans la mesure où les assemblages du sud sont essentiellement représentés par des roches sardes, tandis que les assemblages du nord de la Corse se caractérisent plutôt par une forte prédominance de roches locales et donc essentiellement de rhyolite. À ce sujet, il faut savoir que les analyses géochimiques qui ont été effectuées par Arthur Leck sur les rhyolites nous permettent aujourd'hui de supposer que durant la phase du post-cardial FBP, eh bien, on pouvait avoir des systèmes d'approvisionnement en rhyolite différents entre le nord et le sud de la Corse. Alors, je m'explique. Si quelques indices de circulation de rhyolite ont pu être observés entre le nord et le sud de la Corse pour la phase du cardial FBP, eh bien, ces témoignages sont en revanche quasi inexistants
dans les contextes du post-cardial FBP. J'ai en effet constaté que l'approvisionnement en rhyolite était alors peu étendu. Autrement dit que les communautés qui étaient installées dans le nord de l'île s'approvisionnaient en rhyolite du nord, donc essentiellement en rhyolite provenant du massif du Monte Cinto, tandis que celles qui étaient installées dans le sud sont orientées vers des rhyolites présentes dans le sud de l'île. Alors, il est bien évidemment important de mentionner que les communautés du nord de l'île bénéficiaient d'un accès privilégié à des gîtes de rhyolite de bonne qualité et relativement diversifiés, comme c'est en particulier le cas des rhyolites de la calderia du Monte Cinto. Alors que dans le sud, comme vous le savez, les rhyolites sont plus rares, elles sont moins siliceuses et de facture plus grossière. Et finalement, ce contraste pourrait être l'une des explications quant à la forte proportion de rhyolite dans les assemblages du nord de l'île durant la phase du post-cardial FPP. Je souhaiterais toutefois nuancer cette question de la notion de proximité des sources, en particulier pour le nord de la Corse, car je pense que le découpage tel qu'on le connaît avec la gradation d'échelles locales, intermédiaires, lointaines, très lointaines, qui correspond à des données numériques, donc 5, 30, 100 et plus de 100 km, ce découpage donne une fausse idée de proximité des sources dans la mesure où la topographie de la Corse est très différente de celle de la Sardaigne, ce qui veut dire qu'en fait, on a des distances et des temps de parcours qui forcément ne sont pas identiques. Et si je prends l'exemple du site d'Apetra, les analyses qui ont été effectuées d'abord par Nadia Amedian-Ferdesoni puis par Arthur Leck ont montré une exploitation des rhyolites qui était exclusivement issue du Monte Cinto, mais qu'elle provenait de différentes sources au sein du massif du Monte Cinto. Et si ces sources apparaissent à première vue comme relativement proches du site d'Apetra, donc ici on est à moins de 30 km, la topographie du massif implique des réalités différentes avec des temps de parcours relativement importants. En effet, l'une des modélisations de parcours possibles que j'ai réalisées en prenant en compte des chemins de transhumance et de randonnée montre que le passage d'une source à l'autre suppose des distances qui, dans notre classification actuelle, pourraient être déjà qualifiées de lointaines. En l'occurrence, ici, on est à 45 km. Et donc, cela suppose des parcours qui ont probablement été fractionnés sur plusieurs jours avec des haltes intermédiaires. Bref, tout cela pour dire que ce genre d'exemple nous invite finalement à repenser la notion de proximité et à envisager des mobilités qui étaient probablement plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord. Quoi qu'il en soit, il apparaît que durant la phase du cardial FBP, les communautés du nord et du sud de la Corse fonctionnaient certainement de manière différenciée pour s'approvisionner en matières premières lithiques. Pour résumer, je pense que les communautés du nord s'orientaient plutôt vers les montagnes de l'île, tandis que les communautés du sud de la Corse s'orientaient vers la Sardaigne. Nous allons pour finir nous pencher sur la question de l'obsidienne et plus particulièrement sur les différentes variétés d'obsidienne du Monte Arch qui ont été exploitées et diffusées au sein du bloc corso-sarde, en particulier durant les étapes du cardial et du post-cardial FBP. Donc, comme vous pouvez le voir, les analyses géochimiques ont permis de mettre en évidence une certaine bipartition entre le sud de la Sardaigne et le reste du bloc corso-sarde dans la représentation de ces différentes variétés d'obsidienne. En effet, comme vous pouvez le voir, les obsidiennes des sources SA et SC sont majoritaires dans le sud de la Sardaigne. En revanche, dans le nord de la Sardaigne et en Corse, l'obsidienne est surtout représentée par la source SB2. Et de ce point de vue, nous pourrions conclure que durant cette période, le Monte Arch semble avoir été une sorte de... semble en tous les cas avoir été une sorte de foyer à partir duquel des obsidiennes, principalement issues de la source SB2, ont été diffusées vers le nord, donc dans le nord de la Sardaigne, en Corse, mais aussi, et d'après les données disponibles, dans l'archipel toscan, la Toscane, la Ligurie et le sud-est de la France. Et si l'on élargit notre horizon et que l'on s'intéresse
à la circulation de l'obsidienne au sein du bassin de la Méditerranée occidentale durant le 6e millénaire, eh bien, on constate qu'au contraire de la Corse et de la Sardaigne, ces autres régions n'étaient pas seulement desservies en obsidienne sarde, mais qu'elles étaient aussi desservies en obsidienne issue d'autres gîtes de Méditerranée occidentale, à savoir Palmarola et Lipari. Alors pour l'heure, une seule obsidienne de Palmarola a été identifiée au sein du bloc corse-sarde, donc à Rhénage, ce qui pourrait signifier que pour l'instant, eh bien, la Corse et la Sardaigne apparaissaient comme une sorte de bloc en périphérie et presque en marge de ces autres réseaux de diffusion des obsidiennes. Toutefois, eh bien, en l'état actuel de la recherche, il apparaît que l'obsidienne de Palmarola aurait été diffusée vers la Toscane, la Ligurie et le sud-est de la France dès l'étape ancienne Impresa, tandis que l'obsidienne de Lipari semble plutôt associée à des contextes plus récents de la fin du 6e millénaire. Il n'est donc pas impossible finalement que notre vision soit quelque peu biaisée par l'état actuel de la recherche, dans la mesure où, comme nous l'avons vu en introduction, eh bien, les assemblages ils sont rares en Corse et peu documentés. Donc l'hypothèse d'une diffusion durant la première moitié du 6e millénaire de l'obsidienne de Palmarola vers le bloc corso-sarde n'est pas une hypothèse à écarter. Pour conclure, eh bien, nous avons vu au travers de l'étude de la circulation des matières premières lithiques qu'on assistait au cours du 6e millénaire à une évolution des approvisionnements en Corse et en Sardaigne. Nous avons en effet pu observer des différences marquées entre les étapes anciennes et les étapes plus récentes du post-cardial FBP, avec notamment des changements dans le choix et l'exploitation des matières premières lithiques. Et à ce sujet, nous pouvons supposer que ces circulations ne relevaient probablement pas de simple logique d'approvisionnement opportuniste, mais qu'elles renvoyaient plutôt à des organisations territoriales assez structurées, puisque nous avons parfois affaire à des circulations importantes sur de longues, voire de très longues distances. Par ailleurs, si jusqu'ici les données laissent entendre que durant le 6e millénaire, la Corse et la Sardaigne apparaissaient comme une unité assez cohérente, et d'ailleurs sur ce point, l'exemple de la diffusion des silicites sardes, qui est largement cantonné à la Corse et à la Sardaigne, souligne notamment l'existence de relations privilégiées entre ces deux territoires. Eh bien, en réalité, les données aujourd'hui montrent que certains contrastes régionaux nuancent un peu cette idée de cohésion véritable entre la Corse et la Sardaigne et invitent à avoir un regard un peu moins tranché sur cette question. Les données suggèrent aussi une connaissance précoce des ressources lithiques, puisqu'on a vu que ces ressources étaient utilisées dès les premières étapes de l'impressocardial, ce qui implique que ces territoires ont été parcourus et explorés très tôt par les communautés néolithiques. Et dans cette perspective, eh bien, la notion de parcours et de mobilité apparaît centrale ici. Elle nous invite en fait à réfléchir plus largement sur les motivations qui guidaient les déplacements des premières communautés néolithiques, puisqu'il est en effet probable que ces mobilités ne répondaient pas uniquement à des logiques d'acquisition de matières premières lithiques, mais qu'elles s'inscrivaient dans des pratiques plus complexes, intégrant d'autres dimensions, qu'elles soient économiques, sociales ou encore symboliques. Enfin, pour conclure, je dirais que l'ensemble de ces éléments invite finalement à repenser le modèle de la néolithisation du bloc corso-sarde, dans le sens où, plutôt qu'un simple transfert de traits culturels transmis depuis les régions continentales, eh bien, les données suggèrent plutôt une dynamique assez complexe, plus complexe qu'on le croyait, c'est-à-dire une réélaboration ou plutôt une adaptation des dynamiques néolithiques. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de réappliquer le modèle néolithique du continent tel quel, avec toutes les modalités qui le caractérisent, eh bien, on aurait plutôt une adaptation au contexte local, donc à la topographie du terrain et aux ressources qui sont disponibles. Et pour aller plus loin sur ces questions de flux, de reflux et d'influence, eh bien, je dirais que la diffusion croissante de l'obsidienne du Monte Arci durant le 6e millénaire, qui se poursuivra par ailleurs au 4e millénaire, pour atteindre un paroxysme au 4e millénaire,
eh bien, cette diffusion montre que le blog Corso-Sardes constituait déjà un acteur très important des réseaux économiques du bassin tyrrhénien. Voilà, je vous remercie pour votre attention.